Monsieur Jean-Pierre Bel, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame président du Sénat. Voilà, il était 17 h cet après-midi au Sénat. Jean-Pierre Bel a donc été élu cet après-midi président du Sénat. Une première historique, c'est la première fois dans l'histoire du Sénat que la Haute Assemblée a un président socialiste. Alors pendant une heure, nous allons revenir sur ce vote historique ici à la Haute Assemblée. Nous allons vivre en direct ces moments historiques alors que vous le voyez sur ces images. Jean-Pierre Bel, le président nouvellement élu, se dirige précédé par le doyen d'âge vers le cabinet de départ. Il est accompagné par les huissiers du Sénat. Dans le cabinet de départ, il va faire un premier point avant de descendre l'escalier d'honneur du Sénat. De là, en bas, il retrouvera dans la cour de ce qu'on appelle la cour de jonction, il retrouvera Gérard Larcher, ancien président du Sénat. Ils iront ensemble vers le petit Luxembourg pour faire la passation de pouvoir. Patrick Roger, journaliste au Monde, merci d'être avec nous, spécialiste du Parlement et donc notamment spécialiste du Sénat. Jean-Pierre Bel, vous le voyez sur ces images, un jour historique ici au Sénat. Oui, j'ai l'impression. C'est assez surprenant parce que j'ai l'impression qu'à la fois il est conscient, habité de cette nouvelle responsabilité, et je l'ai croisé là tout à l'heure quand il sortait de son bureau après avoir apporté les dernières corrections à son discours d'investiture. Il était étonnamment zen. Avec nous Chantal Joanneau pour cette édition spéciale. Bonjour Chantal Joanneau. Bonjour. Nouvellement élue ici au Sénat. Vous avez vécu un moment aussi historique, même si ce n'est pas pour votre camp, mais vous pouvez quand même saluer peut-être ici la victoire de Jean-Pierre Bel. C'est la démocratie. Bien évidemment, dans une démocratie, on se doit de saluer le nouveau président du Sénat et de lui souhaiter beaucoup de réussite par rapport à ses engagements qui sont des engagements républicains. Comment avez-vous trouvé son discours ? Autant que possible rassembleur, et il m'a semblé très important. Qu'il respecte son engagement, pas être l'homme d'un clan. C'est un discours de Sénat et c'est une bonne chose. C'est la démocratie. Patrick Roger, on a réentendu le résultat de ce vote aujourd'hui. Jean-Pierre Bel a donc obtenu la majorité absolue des voix dès le premier tour avec 179 voix. Gérard Larcher, 134. Et puis Valérie Létard, qui était la candidate centriste, 29. Est-ce qu'il y a des déperditions de voix dans ce résultat? Quel est votre premier constat? La première chose qu'il faut constater, c'est que Jean-Pierre Bel fait 2 voix de plus que le total des voix de gauche, qui devait normalement lui revenir, et qu'il manque 8 voix aux candidats de la droite et du centre. Donc voilà, c'est une première leçon à retenir. Où sont parties ces 8 voix selon vous, Patrick Roger? Il en manque 6 qui n'ont pas voté, donc qui n'ont pas pris part au vote, et il y a 2 voix de l'UMP ou du centre, le scrutin est secret, mais qui se sont portés sur le candidat de la gauche. Salut Jean-Michel Baillet qui vient d'arriver sur notre plateau, le président du Parti radical de gauche, candidat à la primaire du Rassemblement de la gauche, non pas primaire socialiste. Jean-Michel Baillet, c'est un jour historique. C'est un jour historique, Jean-Michel Baillet. Bien sûr, 45 ans après ou presque, le Sénat revient à gauche. Nous le vivons tous avec beaucoup d'émotion et je crois que c'est le symbole de la volonté de changement qui souffle dans le pays et que je sens dans tous mes déplacements. Ce que je voudrais, c'est d'abord dire 2 choses. La première, c'est remercier Gérard Larcher pour la qualité de sa présidence. Deuxièmement, bien sûr, féliciter Jean-Pierre Bel, notre nouveau président. C'est un homme du terroir, nous sommes dans la même région. C'est un républicain, nous sommes très fiers de lui. Alors il appelle à la responsabilité. Chantal Joanneau, vous allez sûrement acquiescer. La responsabilité de chaque parti, de chaque... Ce n'est pas un clan, a-t-il dit. Ce n'est pas l'homme d'un clan, Chantal Joanneau. Non, c'est exactement ce que je soulignais tout à l'heure et je pense que c'est la phrase, moi, qui me tient le plus à cœur. Le Sénat ne doit pas... C'est pas l'assemblée d'un parti.
Et ça doit rester effectivement l'Assemblée du bon sens, l'Assemblée des territoires, une Assemblée où on arrive à trouver des accords par la raison et pas simplement par des clivages partisans. Et ça, moi, c'est l'élément le plus important que j'ai aimé le plus, évidemment, dans son discours. Bon, le reste, évidemment, c'est pas le discours que j'aurais souhaité entendre, mais c'est comme ça, c'est la démocratie. Mais je ne serai pas l'homme d'un clan. Ça, c'est important. C'est ça, le Sénat. En tout cas, le constat ce soir, Jean-Michel Ballet, c'est que Jean-Pierre Bel a fait le plein des voix à gauche. Il en a même visiblement ramassé un peu plus que prévu. Il a déjà montré qu'il n'était pas l'homme d'un clan, mais l'homme du rassemblement. Ceci étant dit, il faut quand même dire clairement que la gauche et la droite, c'est pas pareil. Et qu'un Sénat de gauche, c'est pas tout à fait le même qu'un Sénat de droite. En particulier par rapport à la politique gouvernementale, même s'il est incontestable que nous saurons prendre nos responsabilités, que nous ne serons pas des opposants systématiques et que nous rechercherons le rassemblement plutôt que l'affrontement. L'homme du rassemblement, on a vu déjà que dans la majorité, il y avait Jean-Vincent Placé qui avait envie de faire entendre sa voix, qu'elle est un peu le caillou dans la chaussure des socialistes. Il n'est pas le caillou dans la chaussure des socialistes, il est le représentant d'un grand courant politique qu'est l'écologie citoyenne. Je connais bien Jean-Vincent Placé, je sais qu'il sera d'abord un très bon sénateur et ensuite qu'il saura prendre ses responsabilités. Mais aujourd'hui, le Sénat est différent et nous pratiquerons une politique différente, respectueuse de l'opposition et tolérante naturellement, mais bien campée sur ce que sont nos lignes politiques et la volonté de changement en 2012. Chantal Joanneau, vous aussi, vous connaissez bien Jean-Vincent Placé. Il siège au Conseil régional d'Île-de-France. Exactement. Donc vous le côtoyez régulièrement? Je le côtoie régulièrement au Conseil régional, mais on ne partage pas les mêmes points de vue sur ce que doit être la société. En d'autres termes, sur un engagement écologique, vous connaissez mon engagement, on a des points de rassemblement. On a des points de rassemblement. Sur la place d'un État extrêmement dirigiste et extrêmement qui ne fonctionne que par de la réglementation, je ne partage pas totalement ce point de vue. Alors, mais c'est normal, on est dans une démocratie, on n'a pas à être d'accord. Comment allez-vous vivre cette opposition ici au Sénat? Vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, vous ne l'avez plus au Sénat. Comment est-ce que vous allez pouvoir ici gouverner avec la majorité, notamment avec le gouvernement? Comment ça va se passer? Ça va se passer très simplement. Il faut être dans la construction, il faut être dans la proposition, il faut respecter nos valeurs à nous. Pour moi, le Sénat, je vous le dis, c'est une assemblée de travail de fond. La seule chose que je ne supporterai pas ici, c'est que ça devienne une caisse de résonance de la rue de Solferino. Alors qu'on voit derrière vous, Chantal Joanneau, il y a beaucoup de monde, beaucoup de caméras derrière vous, parce qu'il y a Jean-Pierre Bel, qui est noyé dans les caméras. Qui vient de sortir de la galerie des bus. Il va peut-être venir faire un passage sur notre plateau. Quelques instants, on va essayer de la voir. On voit également Valérie Létard, candidate malheureuse au plateau, qui va sans doute venir nous rejoindre sur le plateau. Venez Valérie Létard avec nous. Voilà, on est en direct, on improvise tout ça. Valérie Létard, donc 29 voix. Il vous manque 2 voix, non? Écoutez, nous étions 27 mercredi, 29 jeudi. Eh bien aujourd'hui, nous faisons 29 voix. 29 voix qui nous viennent de tous nos amis centristes, qui nous viennent du MoDem, du Nouveau Centre, des radicaux, de la gauche moderne, de tous. Donc tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une institution bipolaire, mais que le centre a l'intention de s'exprimer en toute liberté, en toute indépendance. Jean-Michel Baillet. Courage, il faut toujours faire vivre les courants politiques, fussent-ils minoritaires. Jean-Michel Baillet, tout à l'heure, Chantal Joanneau disait une succursale de la rue de Solferino. Est-ce que vous avez l'impression qu'ici, il va y avoir une bataille qui va au-delà du Sénat et qui sera celle la prochaine de 2012? Je n'ai pas entendu cela, mais il n'est pas question que le Sénat soit la succursale de qui que ce soit. Le Sénat, c'est le Sénat de la République. Nous avons ici des traditions bien ancrées. J'ai envie de dire que nous avons la République laïque chevillée au corps. Il n'est pas question que le Sénat devienne une assemblée totalement partisane. Mais je le répète, il y a eu du changement au Sénat. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui et encore moins demain. Le Sénat, dans son fonctionnement, dans sa manière de se positionner par rapport à la politique gouvernementale et dans les orientations que nous tracerons, ne sera pas le même que hier. Naturellement, c'était un Sénat de droite, c'est aujourd'hui un Sénat de gauche. Quel était le sens de votre candidature aujourd'hui, Valérie Létard? Bien, je crois que, au travers de toutes ces composantes que j'ai citées, la volonté est commune. Celle de rappeler que nous ne sommes pas dans un pays où la vie politique est bloc contre bloc. Elle n'est pas bipolaire, qu'il y a
au centre de l'échiquier politique des courants de pensée qui sont capables de se rassembler dans un groupe élargi, l'Union centriste et républicaine, tout simplement pour faire entendre, avec liberté, indépendance, tout en sachant où nous nous situons politiquement, prendre enfin la liberté d'apporter notre contribution face à des sujets qui préoccupent les Français dans l'immédiat et dans les semaines et les mois qui viennent. Ce que sont les radicaux à gauche. Alors vous voyez en direct cette image que nous proposons à l'instant. Ici Jean-Vincent Placé, mais juste derrière Jean-Vincent Placé, c'est Jean-Pierre Bel qui est en train de répondre aux médias. Nous allons peut-être pouvoir l'entendre si c'est possible. On l'écoute. Qu'est-ce que vous pouvez faire de cette victoire d'ici à la fin 2012, Monsieur le Président? D'ici à 2012, d'ici à l'élection. Il est prévu que nous puissions faire un point de presse. Je suis prêt à répondre bien sûr à ce genre de questions parce qu'elles sont très importantes. C'est peut-être l'essentiel aussi pour les préoccupations des gens aujourd'hui, de savoir qu'est-ce qu'on va faire d'un Sénat qui aura changé. Mais pour l'instant, si vous permettez, vous m'avez demandé quelques petites réactions. Je ne vais pas me lancer dans un discours fleuve. Est-ce que vous pourriez finir juste votre phrase sur l'éducation, s'il vous plaît? Mais pourquoi vous demandez à Jean-Pierre Bel si M. Placé il est content? Moi, je suis très très content parce que le président du Sénat a fait un très beau. Le président du Sénat a fait un très beau discours et il a beaucoup parlé des problèmes écologistes et j'en suis très satisfait. En plateau, Patrick Roger, qu'est-ce qu'on peut dire à l'instant sur ce qui se passe au Sénat aujourd'hui de ce jour historique? À retenir quand même, c'est dans le discours d'investiture de Jean-Pierre Bel, c'est la volonté de ne pas faire du Sénat, même s'il y a un changement de majorité, un bastion de la gauche, une sorte de Fort Chabrol de la gauche dans la procédure législative. Et en revanche, l'engagement qu'il a pris, de ne pas être au service d'un clan, c'est effectivement, je suis d'accord avec Chantal Jeannot, peut-être la phrase la plus importante de son discours, et de faire progresser le Sénat vers une transformation, une rénovation démocratique. Je pense que c'est là, effectivement, dans ce type de présidence, que ce président de gauche peut donner des symboles et des signes forts. Et on l'a vu sur les images, il était entouré lors de ce point presse un peu improvisé des autres présidents de groupes de gauche. Il y avait Nicole Borvo pour le groupe communiste, il y avait Jacques Mézard pour le RDSE et Jean-Vincent Placé pour peut-être le futur groupe des Verts. Là aussi, il y avait l'envie de donner cette image de rassemblement de la gauche ici au Sénat. À la fois une gauche rassemblée, effectivement. Parce que la difficulté quand même à laquelle va être confronté Jean-Pierre Bel, c'est de donner des gages aussi à l'ensemble de sa majorité. Il va y avoir d'ici à mercredi, donc la composition des groupes, des discussions qui vont se poursuivre sur l'attribution des présidences, vice-présidences. Des gages pour votre majorité sénatoriale. Est-ce qu'il vous en a donné, Jean-Pierre Bel, des gages? Ça ne se passe pas comme ça, je l'ai déjà dit. Nous avons élu un président. Ce président, désormais, a toute autorité pour consulter l'ensemble des groupes politiques, de l'opposition comme de la majorité, et faire les équipes qui dirigeront le Sénat. Elles sont faites selon les règles républicaines à la proportionnelle. Moi, je veux dire quand même que je suis très fier d'avoir eu là, autour de Jean-Pierre Bel, les 3 présidents des groupes qui composent la nouvelle majorité sénatoriale. Mais le sens de la question de Michael, je pense, c'était de savoir si votre groupe, le RDSE, va pouvoir se maintenir. Vous êtes aujourd'hui plus que 13 sénateurs. Notre groupe est composé de 16 sénateurs dont les choses sont faites. Notre groupe prendra toute sa part. Mais des sénateurs vont vous quitter pour aller au groupe Union centriste et républicaine. Non, mais écoutez-moi, je veux bien que l'on raconte des choses qui ne sont pas. Nous sommes 16 sénateurs RDSE, donc le groupe est composé et le groupe prendra toutes ses responsabilités dans le cadre de la nouvelle gouvernance du Sénat, que ce soit dans les présidences de commission, que ce soit au bureau du Sénat ou dans tout ce qui compose la majorité sénatoriale. Mais si votre groupe passe sous la barre des 15 sénateurs... Il ne passera pas sous la barre, il est composé et il est au-dessus de la barre. Très bien. Bon. Il faut comprendre effectivement, les 16 sénateurs qui composeront le RDSE ne seront pas forcément les 16 qui s'étaient réunis cette semaine. J'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir effectivement quelques arrivées dans votre groupe. Et peut-être là, je me trompe peut-être, mais ce serait une sorte de victoire posthume de Georges Frêche qui a abouti... Non, ne faites pas de politique fiction. C'est bizarre.
Quand la gauche prend le Sénat, tout de suite on dit ça va être une officine de la rue de Solferino. On n'a jamais dit que quand la droite tenait le Sénat, c'était une officine de l'UMP. Mais il y a quand même des glissements de sénateurs pour maintenir votre groupe. Nous avons 16 sénateurs qui ont signé à notre groupe. Le groupe est constitué dans sa diversité traditionnelle. Merci Jean-Michel Bailey. Valérie Létard qui va bientôt nous quitter. Sur la nouvelle composition du groupe centriste, quel va être le poids par rapport et comment est-ce que vous allez peser avec la majorité, enfin l'ancienne majorité de l'opposition UMP aujourd'hui? Je l'ai dit tout à l'heure, notre volonté c'est bonjour, vous allez bien? Savoir où nous nous situons politiquement, c'est clair. Savoir que nous partageons globalement dans notre famille la volonté de nous exprimer de façon libre et indépendante. Et en ce qui concerne l'organisation de notre institution, nous avons un président de groupe qui va bien évidemment prendre la tâche des responsables actuels de cette institution pour y travailler dans les règles du jeu, telles que les règles du jeu le proposent. Nous a rejoint sur le plateau le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb. Bonjour, merci d'être avec nous. Il y a 10 jours, vous étiez sur le plateau de Public Sénat. Je me rappelle, vous n'y croyez pas vraiment à cette victoire de la gauche ici au Sénat? Non, c'est vrai, je crois que personne n'y croyait véritablement. Et même Jean-Pierre Bel était quand même incertain. Pourtant, c'était celui parmi nous qui y croyait le plus. Mais vous voyez, ça a été une victoire extraordinaire. Et il y a vraiment fallu qu'un certain nombre d'élus locaux soient effectivement dans une situation de désarroi, d'inquiétude, pour qu'un certain nombre de sièges basculent. Il y a aujourd'hui une espèce de révolte des élus locaux contre la politique qui est menée, qui est forte et qui a fait basculer le Sénat. La révolte des élus locaux, Chantal Joanneau? Une révolte des élus locaux, on va peut-être se mesurer un petit peu dans les propos parce que il y a eu un basculement qui est un basculement historique évidemment puisque le Sénat n'avait pas été à gauche. Pour autant, ne parlons pas non plus de raz-de-marée. Enfin, vous êtes dans votre rôle, mais ne parlons pas de raz-de-marée non plus. Soyons un peu mesurés sur les propos. Je salue l'élection parce que je me souviens d'un débat que nous avions eu au Sénat extrêmement intéressant. Je crois que vous vous trompez. Vous voyez, lorsque, par exemple, on disait c'est simplement le décalque mathématique des élections qui ont eu lieu. Eh bien non, quand vous regardez, par exemple, en Lozère, c'est pas simplement la poussée des élections passées qui ont fait que la gauche gagne les sièges, c'est qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui sont plutôt des électeurs de droite, des élus et des électeurs du Sénat de droite, et qui ont voté pour la gauche. Vous voyez, par exemple, dans le département voisin du mien, la Loire, jamais nous n'aurions dû avoir 3 sièges. Le sénateur-maire de Saint-Étienne me disait 8 jours avant, moi je ne serai pas élu, parce que mathématiquement, c'est impossible. Et il a été élu. Moi, ce que je veux dire, quant à ce débat, c'est que la réforme territoriale, la manière dont on a maltraité les collectivités, tant quant à leur fiscalité, qu'en voulant les regrouper de force, en créant le conseil territorial, cette réforme a beaucoup pesé. Et nous l'avions pourtant dit, ici même, à la majorité. Cette réforme a beaucoup pesé. Elle est pas... D'ailleurs, regardez comment elle a été adoptée au Sénat. Elle a été adoptée en force, d'une voix, en faisant voter le président du Sénat lui-même, ce qui n'est pas la tradition. Alors, il faut que, désormais, ce qu'est l'opposition sénatoriale s'en prenne un peu à elle-même. Il faut savoir écouter les citoyens, il faut savoir écouter les élus. Les élus n'ont pas été entendus dans cette affaire. On leur a imposé une réforme que dans leur grande majorité, de gauche comme de droite, ils ne voulaient pas. La défaite de la droite, on ne l'a pas expliquée que par une raison mathématique. On a reconnu nos torts et notamment nos propres divisions, qui expliquent aussi en grande partie ces résultats. On a aussi reconnu moi je pense qu'il y a un vrai défaut de pédagogie sur une réforme des collectivités territoriales, une réforme territoriale qui en réalité doit renforcer les territoires. Et sur la fiscalité, on a bien vu qu'avec la réforme de l'ATP, que tout le monde disait être l'impôt le plus imbécile qui soit, c'est une réforme qui bénéficie aux collectivités, mais il y a un problème d'explication, il y a un problème, on en est conscient. On en est conscient. Et je me mets dedans parce que j'étais membre du gouvernement. Je vous respecte beaucoup, mais moi je ne suis pas sénateur de Paris, je suis président d'un conseil général. Vous ne pouvez pas dire que cette réforme bénéficie aux collectivités. Elle leur a porté un coup très dur.
Mais Gérard Collomb, il va falloir quand même réformer à un moment ou à un autre l'organisation des collectivités territoriales en France. Oui, bien évidemment. Mais dans quel et sens, d'ailleurs, alors c'est ce qu'a annoncé Jean-Pierre Bel lorsqu'il a dit nous allons lancer des états généraux des collectivités locales. Cela voulait dire qu'il voulait effectivement lancer dans le pays une grande consultation de manière à ce que les élus puissent s'exprimer et que l'on puisse présenter une réforme des collectivités locales, un projet de loi de décentralisation qui soit effectivement porté par les élus. Mais la méthode, elle a déjà eu lieu au Sénat. Gérard Larcher lui-même avait fait ses états généraux des élus locaux. Il y avait eu des mois et des mois de missions d'information. Que les grands électeurs viennent de rejeter. C'est pas cela. Écoutez, les élus locaux. Moi, j'ai participé, y compris, j'ai reçu Gérard Larcher dans mon propre département pour parler de tout cela. Les élus locaux, dans leur quasi-unanimité, ont dit on ne veut pas de cette réforme. Elle leur a été imposée. Eh bien, eux, ils ont fait savoir qu'ils n'étaient pas contents. Alors, Jean-Michel Baylet, vous voyez sur ces images Jean-Pierre Bel qui descend l'escalier d'honneur du Sénat. Il va arriver dans la cour de jonction du Sénat. La cour de jonction, elle fait la jonction entre le palais du Luxembourg et ce qu'on appelle le Petit Palais, c'est-à-dire la présidence du Sénat. Normalement, Gérard Larcher devrait l'attendre à la grille de jonction entre la Haute Assemblée et la présidence du Sénat. Et ensemble, ils se dirigeront vers le Petit Palais pour faire la passation de pouvoir. C'est un bon moment républicain. C'est une belle image, Gérard Collomb? Oui, c'est une belle image. Moi, je constate que les premiers mots de Jean-Pierre Bel ont été pour saluer le travail du président sortant, Gérard Larcher, et donc qu'il a mis sa présidence sous le signe non pas du pouvoir d'un clan, d'un parti, mais dans une volonté républicaine. On salue l'arrivée de Jean-Vincent Placé, élu de l'Essonne d'Europe Écologie Les Verts, nouveau sénateur. Jean-Vincent Placé, on vous a vu il y a quelques instants aux côtés de Jean-Pierre Bel. C'était pour l'image, surtout c'est la cohésion, c'est la nouvelle majorité sénatoriale. C'est l'affirmation d'un fait politique. Il y a, avec Nicole Borvo, avec Jacques Mézard, il y a, ce n'est pas un affichage, ni une image, une communication, c'est une réalité, c'est celle de l'union et du rassemblement de la gauche et des écologistes qui a permis d'ailleurs ce magnifique succès de dimanche dernier. Et c'est donc la réalité aujourd'hui de cette majorité au Sénat. Et pourtant, jusqu'à ce matin, jusqu'à ce midi, vous étiez un potentiel candidat à l'élection du président du Sénat. Assez naturellement. Moi, je souhaite qu'il y ait tout à la fois, c'est le message d'ailleurs, la stratégie des écologistes, tout à la fois l'autonomie de la parole des écologistes, parce que nous, le paradigme écologiste, c'est quelque chose d'important, c'est le fond de nos valeurs, de la philosophie que nous défendons. D'ailleurs, Jean-Pierre Bel, dans son discours, a parlé de mutation écologique. C'était un signal en votre direction. Non, mais c'est pas un signal. Nous avons eu des discussions avec Jean-Pierre Bel, il a des convictions écologiques profondes, et c'est en ce sens-là qu'il a su rassembler autour d'un discours fédérateur, parce que ce n'est pas des voix qu'on additionne, c'est un projet qu'on porte, et ce projet, il est porté par nous-mêmes, par les socialistes, les communistes, les radicaux de gauche, et c'est une bonne chose, bien sûr. Voilà, on voit Jean-Pierre Bel là, qui arrive dans la cour de jonction entre donc le palais du Luxembourg. Il va se diriger vers la grille du Petit Luxembourg. Nicole Borvo nous a rejoint, la présidente du groupe communiste ici au Sénat. Un moment historique, vous qui siégez depuis très longtemps au Sénat. Comment vous avez vécu cette journée? Écoutez, je l'ai vécu de façon tout à fait positive parce que moi je le souhaitais et je n'ai pas hésité là-dessus, c'est-à-dire que le président devait être élu, le président Bel en l'occurrence, puisqu'il était candidat et légitime à cette candidature, devait être élu clairement par la nouvelle majorité au Sénat. Voilà, et c'est très bien qu'il ait été élu au premier tour. Alors, Gérard Collomb, Nicole Borvo, Jean-Vincent Placé, quel contrat de législature signé avec Jean-Pierre Bel? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Alors qu'on voit toujours sur ces images Jean-Pierre Bel qui va rejoindre Gérard Larcher à l'instant. Ils vont sûrement se serrer la main les deux hommes pour la passation qui se retrouvent de pouvoir. Exactement juste derrière la grille qui mène à la présidence du Sénat. Gérard Larcher, Jean-Pierre Bel qui se serrent la main. Salut aux armes. Et qui se retourne évidemment pour une photo. On va laisser vivre un petit peu ces images. Les deux personnalités qui sont de dos mais qu'on va retrouver voilà à l'instant. Et ils marchent ensemble vers le Petit Palais, la présidence du Sénat. Ils ont le sourire. Et Gérard Collomb le disait tout à l'heure, c'était une belle image républicaine.
Messieurs, dames, est-ce que vous pouvez nous commenter un petit peu ces images? Nicole Borvo, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une image républicaine traditionnelle, je vais dire. Écoutez, ça c'est bien, c'est très bien, ça doit se passer comme ça. En même temps, vous vous interrogez sur ce qu'on doit faire tout de suite. Vous n'ignorez pas que la droite est au pouvoir. Donc la question. Va réagir d'ailleurs là-dessus. Oui, absolument. Non, mais parce que voilà. Donc nous attendons que le Sénat joue un rôle, c'est-à-dire ne soit pas en attente d'autres changements que pour ma part je souhaite l'année prochaine. Donc nous attendons qu'il y ait des gestes très forts et Jean-Pierre Bel a fait un discours qui était tout à fait positif de ce point de vue, mais nous serons vigilants pour que cela se passe ainsi. C'est-à-dire qu'il y a des signes. Jean-Pierre Bel qui fait son entrée à la présidence du Sénat. Gérard Collomb, vous qui le côtoyez depuis très longtemps au groupe socialiste, j'imagine que vous êtes un peu ému aujourd'hui. Ah ben évidemment, je crois que pour tous les membres du groupe socialiste, pour toute la gauche, c'était un moment extrêmement émouvant. Et puis son discours lui-même était émouvant. Vous voyez, lorsqu'il parlait de ses racines, cette région du sud-ouest de la France, marquée par la tradition républicaine, marquée par la résistance, évidemment que c'est un moment extrêmement important, extrêmement émouvant. Voilà, et là il y a un résistant de la droite qui fait son entrée sur le plateau, Roger Carucci, qui remplace Chantal Joanneau face à 3 membres de la nouvelle majorité au Sénat. Bonjour Roger Carucci. Voilà. Bonjour Roger Carucci. Bon, bah, ils ont gagné. C'est la logique du système. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi toute la semaine, on a fait semblant de se faire des frayeurs. C'était perdu pour nous dimanche soir dernier. Dimanche soir, tout le monde ne l'admettait pas à l'UMP, Roger Carucci. Monsieur, en vrai, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme carambistouille pour gagner quand vous avez perdu? Bon, voilà. Ça aurait pu s'imaginer quand même. Bah non. Ça fait beaucoup rire Nicole Borvo. C'est très étonnant. D'abord, je vous signale que quand même, vous avez, pas vous directement, en tout cas avant dimanche, mais le président Larcher nous a dit et redit qu'il ne perdrait pas le Sénat. Et quant à vous, vous avez dit les jeux ne sont pas faits, ça, on verra qui sera élu président. Donc, écoutez, non mais attendez, ne rêvez pas. Vous avez vu jouer quoi? On a perdu dans les urnes, très bien. Mais on n'imaginait pas, puisqu'on ne savait pas quelle serait la position des écologistes, quelle serait la position des radicaux de gauche. C'était d'abord à Jean-Pierre Bel de rassembler le camp à gauche. Mais on a toujours dit que s'il faisait le Rassemblement général, on serait battu. Voilà. Mais après, à vous de prouver que vous étiez à plein. Allez, on va parler de l'avenir maintenant. Et puisqu'on a 3 membres de la majorité du Sénat, quel contrat va vous lier ensemble pour travailler maintenant? Quels doivent être les premiers actes du président Jean-Pierre Bel? Gérard Collomb. Si vous voulez, ce que Jean-Pierre Bel a déjà dit, c'est qu'il voulait s'attacher à transformer le Sénat, à lui donner plus de transparence, à modifier les symboles avec un Sénat plus modeste, comme il l'a dit, plus proche à la fois des élus locaux et puis en même temps des citoyens. Mais ceci étant dit, bien évidemment, c'est la majorité du Sénat qui a basculé. C'est pas la majorité tout court. Et donc, évidemment, les projets de loi vont toujours arriver du même gouvernement avec le même président de la République. Et donc, nous sommes dans une situation qui sera difficile où à la fois, il va falloir que la nouvelle majorité prouve un certain nombre d'intentions, mais sans faire d'obstruction, parce que le gouvernement légitime de la France est celui qui existe aujourd'hui. On espère que ça ne sera plus celui-là dans 7-8 mois, mais aujourd'hui, c'est celui-là et il faut faire avec. Alors, pour l'instant, ça fait sourire ici Roger Carucci, mais on veut d'abord la réponse de Jean-Vincent Placé sur ce contrat législatif. Est-ce qu'il vous satisfait? On ne peut pas vraiment parler de contrat législatif, parce que comme vient de le dire Gérard, effectivement, nous n'avons, c'est tout à la fois historique et très important, tout à la fois, il faut tenir compte des réalités, des institutions de la Ve République, que d'ailleurs nous aurons vocation à réformer si nous gagnons l'élection présidentielle l'année prochaine et les élections législatives, bien évidemment. Nous allons avoir un devoir d'opposition, parce qu'on voit bien le rejet massif, total, absolu des politiques menées par Nicolas Sarkozy, y compris par les grands électeurs. Moi, j'ai été extrêmement frappé par la fin de campagne où la
la gouvernance, les affaires étaient extrêmement présents. On m'avait dit, tu vas voir, tu fais une campagne, c'est proche du terrain, c'est pas si politisé que ça. Si, la campagne s'est beaucoup politisée en fin de campagne. Il y a un rejet très fort. Il faut qu'on s'oppose. Et je crois aussi qu'il faut qu'on fasse des propositions aussi, parce qu'évidemment, nous ne voulons pas être une force d'obstruction, mais une force de proposition pour une alternance l'année prochaine. Vous avez trouvé que sur le terrain, la campagne était beaucoup plus politisée que d'habitude pour ces sénatoriales? Elle était politisée, effectivement. Et moi, à Paris, on ne peut pas dire que la campagne des sénatoriales soit particulièrement réelle. Enfin, bon, c'est assez particulier. Mais je rencontre aussi beaucoup de gens et je suis allée dans de nombreux départements comme présidente de mon groupe. Et je peux vous dire que le mécontentement des élus locaux, ruraux y compris, sur lesquels l'ancienne majorité comptait beaucoup, était évident. Et que ça s'est traduit concrètement dans les votes. C'est-à-dire, c'est pas les urbains qui ont contesté le plus la politique du pouvoir actuel, c'est précisément dans les territoires les plus petits, les plus ruraux, où la question du mépris dans lequel étaient tenus les élus, tout particulièrement avec la réforme des collectivités territoriales, l'étranglement des communes financiers, eh bien ça c'était très présent dans le débat, plus les problèmes que partagent tous nos concitoyens, c'est-à-dire le ras-le-bol de la politique menée par le pouvoir actuel. Alors dans quelques instants, nous écouterons la première déclaration de Jean-Pierre Bel devant la présidence du Sénat. Roger Carucci, dans son discours dans l'hémicycle du Sénat, Jean-Pierre Bel a annoncé qu'il allait créer un groupe de travail pour réfléchir à l'image du Sénat. Ça c'est plutôt positif, vous allez y participer? Oui, vous savez, je crois de mémoire que Gérard Larcher avait fait la même chose au début de son mandat. Et que Christian Poncelet avait fait la même chose au début du sien. Par conséquent, il n'y a pas d'état d'âme. Moi, je crois que quand on dit... Non, ça veut surtout dire que le travail est déjà engagé, qui doit être... Mais l'image est encore souvent caricaturée. Oui, mais enfin, l'image, c'est pas seulement l'image de la structure, parce que, évidemment, vous regardez toutes les dorures. Si vous dites, c'est ça le Sénat, vous pouvez changer tout ce que vous voulez, évidemment, c'est réducteur. Le travail du Sénat, c'est pas les dorures, mais c'est autre chose. Mais la vérité, c'est que le Sénat s'est déjà beaucoup transformé. Il est déjà parfaitement démocratique et transparent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des choses encore qui n'ont pas été faites et qui doivent être faites. Très bien, eh bien nous allons y participer. Mais sincèrement, je ne peux pas accepter qu'on dise que la campagne a été politisée au niveau national et tout. Je crois qu'il y a eu beaucoup de questions de terrain, beaucoup de questions de proximité. Nous avons perdu à cause des divisions. Nous avons perdu à cause d'un certain nombre d'éléments de ce genre, mais sincèrement, qu'on arrête de faire de l'élection sénatoriale une espèce de test pour les présidentielles législatives. Ça n'a pas de sens. Non. Ce que j'accepte, aux européennes, aux régionales, aux cantonales, aux sénatoriales, et vous allez continuer à mener le pays dans le mur comme ça, avec un aveuglement incroyable. Non, mais c'est incroyable cet aveuglement. Je ne sais pas s'il sera le poil à gratter, mais j'ai l'habitude, déjà au Conseil régional, c'est très bien. Et d'ailleurs, vous êtes un très bon opposant déjà au Conseil régional. Merci, mais non, je veux juste dire une chose, juste finir sur un point. Nous avons perdu les municipales, nous avons perdu les cantonales, nous avons perdu les régionales. C'est une traduction démocratique et normale que nous perdons les sénatoriales. Au-delà des projections qui étaient faites, notamment celle de Gérard Larcher. Vous allez donc continuer la même politique. Vous allez donc continuer la même politique, monsieur Carucci? Pas du tout, simplement je dis que nous avons perdu au-delà des projections à cause des divisions, pas plus, pas moins. Il ne faut pas en faire un drame national. Gérard Collomb. Non, si vous voulez, comme on le disait tout à l'heure, je crois qu'il y a deux raisons fondamentales. D'abord, par rapport à la réforme des collectivités territoriales. Un malaise des élus locaux, à tort ou à raison. Tout à l'heure, Madame Joanneau disait nous n'avons pas assez communiqué. Bon, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait cette raison-là. Puis en même temps, les élus locaux, ils sont quand même dans leur territoire. Et ils ressentent le malaise qui peut exister de la part des populations. Malaise qui n'est pas niable. S'il n'y avait pas ce malaise, le président de la République, dans les sondages aujourd'hui, serait plus haut. Évidemment qu'il y a une déception. Alors, vous pouvez dire, elle est provisoire, ça va s'arranger dans les mois qui viennent. Mais aujourd'hui, c'est l'état de l'opinion publique que, d'une certaine manière, ont reflété les élus.
Quoi qu'il arrive, pour conclure, Roger Karoutchi, est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient à l'UMP que Nicolas Sarkozy doit s'exprimer assez rapidement devant les citoyens, devant les Français, notamment peut-être pour faire la pédagogie de son action contre la crise économique? Moi, je pense que la parole présidentielle, elle doit avoir, d'une part, un sens par rapport à un élément précis. Parler pour dire, bon, voilà, j'arrive, c'est moi, c'est le 20h, non. Mais si en revanche, le président de la République considère qu'il doit s'exprimer devant les Français, soit pour des orientations, soit pour la pédagogie sur un certain nombre de sujets, ça a du sens, oui. Mais il ne faut pas demander au président de la République de s'exprimer trop. Mais non, mais attendez, vous êtes les premiers, les journalistes, à avoir dit dans le passé, il s'exprime trop, on voit que lui à la télé. Et puis maintenant, c'est vous qui venez dire, bah alors quand est-ce qu'il s'exprime? Mais non, mais attendez. Apparemment, c'est une demande collective. Mais attendez un peu, vous savez, on va rentrer dans la campagne présidentielle. Le président de la République, s'il souhaite être candidat, il sera candidat, du moins je l'espère, déclarera probablement qu'au début de l'année 2012. Il vous reste quelques semaines à patienter pour enfin avoir la parole présidentielle. Roger Karoutchi, tout le monde reste avec nous sur ce plateau. Évidemment, on va vous rappeler cette information. C'est Jean-Pierre Bel qui a été élu président du Sénat. Voici son portrait. C'est un reportage signé Tam Tranui. 1998, Jean-Pierre Bel est élu sénateur de l'Ariège. À l'époque, il connaît déjà bien les arcanes du Parti socialiste, mais découvre tout juste le palais du Luxembourg. Moi, je me sens un Ariégeois perdu dans la foule. L'engagement politique du sénateur a commencé par la Révolution. Jeune, Jean-Pierre Bel est trotskiste. Avril 1974, il déboule en 2 chevaux à Lisbonne pour participer à la Révolution des œillets. À peine 10 ans plus tard, il préfère la réforme à la révolution et adhère au Parti socialiste. Il gravit un à un les échelons dans la fédération de l'Ariège, puis dans celle de Midi-Pyrénées, très ancré dans son sud-ouest natal. À la même époque, il rencontre Lionel Jospin, son mentor en politique. J'étais un peu son bras droit, à la fois au sein du Parti socialiste et puis dans les campagnes comme la campagne pour les élections régionales en 92, où j'étais le responsable de la campagne, tout en étant tête de liste dans mon département. À la tête du groupe socialiste depuis 2004, Jean-Pierre Bel est un président discret, quasi inconnu du grand public, mais très apprécié par ses troupes. À l'écart de Solferino, il a préféré dans la course aux primaires François Hollande à Martine Aubry, à l'instar de nombreux élus locaux. Récemment, à l'automne 2010, Jean-Pierre Bel a commencé à sortir de l'anonymat lors des assauts répétés du groupe socialiste contre la réforme des retraites. Décidément, le Sénat n'aura pas résisté longtemps au coup de colère du président de la République. Dans l'hémicycle, dans les manifestations, jamais on ne l'a autant entendu. Depuis, le soufflet était retombé, mais voilà à nouveau la machine médiatique qui s'emballe autour de lui. Dimanche dernier, le Sénat a basculé à gauche. Samedi 1er octobre 2011, Jean-Pierre Bel est devenu le nouveau président de la Haute Assemblée. Voilà donc pour ce portrait du tout nouveau président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Une première historique dans l'histoire du Sénat, c'est la première fois qu'il y a un président de la Haute Assemblée socialiste. Gérard Collomb, on en a parlé, Jean-Pierre Bel, vous le connaissez bien, vous le pratiquez depuis déjà longtemps à la tête du groupe socialiste. Quel président du Sénat il va être ? À mon avis, quelqu'un qui va être extrêmement à l'écoute, qui va essayer de favoriser le débat et les convergences en même temps. Comme il l'a dit, je crois qu'il a esquissé la façon dont il souhaitait sa présidence. À la fois, comme il l'a dit, sur des positions de fond qui sont celles de la gauche, mais en même temps avec la volonté de respecter pleinement l'opposition. Et donc, ce sera un président, dans la tradition d'ailleurs du Sénat, où il n'y a jamais eu des présidents qui, à un moment donné, aient voulu brimer l'opposition. Je crois que ici, l'équilibre des pouvoirs est peut-être plus subtil qu'il ne l'est ailleurs. La bonne nouvelle de l'après-midi, vous n'allez pas être brimé. Attendez, moi je serais tenté de dire, je partage l'analyse. A priori, moi j'ai beaucoup fréquenté Jean-Pierre Bel, y compris quand j'étais chargé des relations avec le Parlement au gouvernement, et c'était un président de groupe avec qui on parlait beaucoup, même si on n'était pas d'accord. Hein, c'est pas pour ça qu'il votait les textes. Donc il n'y a pas de sectarisme, vous voulez dire? A priori, du président Bel, je n'attends pas d'attitude ni sectaire ni intolérante. J'ai plus d'inquiétude sur ce que j'entends
d'autres élus de gauche qui rêvent du grand soir. Vous pensez mais à qui? on verra. Ah non, non, je ne donne pas de nom. Mais on en entend certains dire, vous allez voir ce que vous allez voir. On verra bien. Si le Sénat devient, par définition, un Sénat présidé par un socialiste avec des débats et des votes qui sont évidemment différents de ce qu'ils étaient, ça c'est la normalité. Mais il ne faut pas qu'il y ait de sectarisme. Jean-Vincent Placé, il y a eu des discussions cette semaine. Est-ce que vous avez obtenu ce que vous vouliez, c'est-à-dire un groupe pour les Verts? Non, mais il n'y a pas eu de discussion de marchand de tapis cette semaine. Il y a eu des discussions Jean-Pierre Bel est Vous avez quand même beaucoup fait monter la pression là depuis hier en annonçant une éventuelle candidature à la présidence du Sénat. Je pense que vous êtes habitué au ronron un peu mollasson de la maison. Je suis vraiment désolé de vous le dire. J'ai trouvé... aux trois sénateurs qui sont ici. Non mais je le dis tranquillement, j'ai trouvé que parler d'une candidature pour parler d'écologie... C'est comme ça que la maison fonctionne, effectivement. Non mais vous savez, et je pense que Gérard Larcher est quelqu'un de très bien. Après, c'est vrai que c'est une vraie anomalie ce Sénat. Pourquoi tout ça? Pour que pendant que la gauche était au pouvoir, la droite faisait l'obstruction systématique, y compris un peu sectaire, et quand la droite est au pouvoir, le Sénat était godillot et ne résistait aucunement, ou même n'avait pas d'échange dans le débat parlementaire. Donc ne démontrait pas d'utilité. Là, nous, ce que nous avons à faire, c'est démontrer de l'utilité. Moi, vous m'en voudrez pas, je suis sénateur écologiste. Il y a 10 écologistes pour la première fois dans la Haute Assemblée. Et la différence de ce qui se raconte, moi, je suis pas contre le Sénat. Moi, je suis contre le Sénat godillot, le Sénat sectaire. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait du débat d'idées ici. Je souhaite évidemment qu'on parle d'écologie. Et je peux vous dire qu'il y aura une commission en charge de l'écologie et du développement durable. On était quand même la seule assemblée du monde ou d'Europe, quasiment, à ce qu'il n'y ait pas de commission en charge des grands problèmes de la planète. Est-ce que vous trouvez que c'est moderne, dans une assemblée comme celle-là, qu'on ne parle pas de la planète et de l'écologie? Eh bien, voilà ce que je souhaite faire. Et par ailleurs, je le dis aussi, je l'ai dit à M. Karoutchi, il faut revivifier le débat avec l'opposition, avec les forces vives de la nation. C'est pour ça que j'ai dit tout de suite qu'il fallait avoir la présence de la Commission des finances pour l'opposition, parce que moi, je souhaite que l'opposition, eh bien, il y a un débat radical. Je ne suis pas particulièrement mou, mais je souhaite qu'en revanche, il puisse y avoir de l'opposition sérieuse avec des arguments. Mais Jean-Vincent Placé, est-ce que la présidence de la Commission des finances à l'opposition au Sénat, est-ce que c'est acté? Est-ce que c'est décidé ça? Est-ce que c'est décidé, Gérard Collomb? Vous savez? Ah non, moi je n'ai pas Jean-Vincent Placé, est-ce que vous savez, vous? Est-ce que c'est décidé? Je crois que, à ma connaissance, ce n'est pas décidé, mais je vous dis tout de suite que je suis contre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la raison d'une commission des finances présidée par l'opposition, elle tient à la nature de l'exécutif et du législatif. Donc, quand l'exécutif est de droite, bon, que la commission de l'Assemblée nationale soit présidée par l'opposition, peut-être, c'est pas ma conception. Mais en tout cas, ici, c'est toujours le même exécutif et il n'y a aucune raison. Elle va contrôler quoi, la commission des finances ici? Donc, il n'y a pas de raison que la commission des finances... Voilà, donc on n'est pas d'accord. Est-ce que vous savez que quand on n'est pas d'accord, c'est pas très grave? Jean-Vincent Placé, on va laisser la parole à Gérard Collomb. Moi, je suis plutôt pour la symétrie des formes par rapport à l'Assemblée nationale. Et donc que nous laissions effectivement une commission à l'opposition comme il y en a une à l'Assemblée nationale. Et ça me semble bien pour la suite des choses pour notre pays, parce qu'il est bien que lorsqu'il y a une alternance, eh bien l'opposition ne soit pas réduite totalement au silence. Moi, je pense que des institutions équilibrées, elles doivent faire une place toujours à l'opposition. Mais je ne me fais pas, par contre, d'illusions. Et lorsque Jean-Vincent Placé dit « moi, je suis contre un Sénat avec des débats mollassons », je ne suis pas persuadé que les amis de M. Karoutchi seront pour le caractère mollasson. Et je pense même que pendant les 7 mois, ils vont essayer d'animer les débats au Sénat. Et moi, je le souhaiterais peut-être à ce moment-là un peu plus reposé que ce qui va se passer. Alors, sur ces images, vous voyez l'entrée de la présidence du Sénat. On nous annonce que Gérard Larcher va bientôt quitter cette présidence du Sénat. On attend, voilà, on voit sur cette image Jean-Pierre Bel qui raccompagne Gérard Larcher à la sortie de la présidence du Sénat. Et puis dans quelques instants, on va pouvoir écouter le premier point presse du tout nouveau président du Sénat. Ça va être dans quelques instants en direct sur notre antenne. Vous voyez donc Gérard Larcher
quitte cette présidence du Sénat. Il reste bien sûr sénateur des Yvelines. Il a été réélu dimanche dernier. Gérard Larcher qui a annoncé qu'il souhaitait siéger à la Commission des Affaires étrangères du Sénat et qu'il comptait bien continuer à peser sur la politique nationale en France. Voilà. Et puis on voit Jean-Pierre Bel. Pour une conférence de presse que nous allons évidemment entendre tout de suite en direct. Merci. Bien, mesdames et messieurs, je n'ai pas de grands commentaires à faire, du moins pour l'immédiat. Nous venons d'avoir avec le président Larcher une discussion qui s'inscrit dans la tradition républicaine, de courtoisie, mais aussi d'estime réciproque entre lui et moi. Le président Larcher a exercé ses fonctions avec conviction, avec engagement. J'ai dit tout à l'heure dans mon discours qu'il avait commencé à faire évoluer les choses et nous n'avons eu aucune difficulté à examiner les questions qui sont à la fois des questions d'organisation et puis des questions un peu plus politiques qui se posent à nous. Car comme vous l'avez compris dans mon intervention tout à l'heure à la tribune, nous avons bien sûr l'intention de faire vivre nos valeurs, mais aussi de respecter les uns et les autres dans leurs convictions qui sont, je le répète, tout à fait respectables. Alors si vous avez maintenant des questions à me poser, je suis à votre disposition. Monsieur le Président, quelle est la nature de votre émotion à cet instant? Vous savez, l'émotion, elle a été passagère, bien sûr. J'ai dit que c'était un grand risque que d'évoquer son enfance, ses parents, sa famille. Mais cela, on le fait une fois. Lorsque on vient d'être élu. Et puis maintenant, non, pas d'émotion particulière, simplement la conscience de ce que la tâche est devant nous, qu'elle est importante, que nous sommes dans une période qui n'est pas une période anodine. La situation de notre pays et au-delà de notre pays réclame des responsables politiques qu'ils agissent bien sûr avec le sens des responsabilités. Donc plutôt que de l'émotion, c'est une forme de gravité dont je me sens imprégné cet après-midi pour être digne de la confiance de mes pairs. Face au souhait du président de la République de poursuivre jusqu'à la fin de son mandat des réformes. Nous avons dit clairement que nous ne serions pas un lieu d'obstruction. Nous serions un lieu de proposition. Et je crois que le Sénat a des possibilités, notamment aujourd'hui avec son espace d'initiative, de faire des propositions. Pour ce qui concerne les grands projets de loi qui sont devant nous, il est évident que nous nous sommes opposés dans le passé au bouclier fiscal, par exemple. Nous continuerons à nous opposer à des projets qui constituent pour nous la négation de ce à quoi nous croyons. Mais nous le ferons intelligemment et toujours de manière républicaine, bien sûr. Le Sénat a une certaine tradition, mais vous savez, cette tradition ne l'empêche pas d'être un lieu réactif. Et nous dirons ce que nous avons à dire. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les problèmes sont grands, que dans ce pays, les inégalités, les exclusions sont toujours des questions fortes, lourdes, et parfois même s'accroissent. Et à partir de là, nous voulons exprimer nos valeurs. Nous sommes une majorité de gauche. Nous allons le montrer, même si nous sommes très ouverts à ce que nous pouvons entendre lorsqu'il s'agit de propositions et de propositions constructives, de gauche, écologistes et d'une certaine diversité. Les mots que vous a adressé Gérard Larcher, c'était un message chaleureux que vous avez lancé. Nous avons, je vous le redis, eu un échange extrêmement courtois, mais je dirais même au-delà. Nous nous connaissons depuis maintenant pas mal de temps. Gérard Larcher a été mon président de la commission des affaires économiques. J'en ai gardé un excellent souvenir. Et lorsque nous nous retrouvons dans ces circonstances, qui s'inscrivent bien sûr dans la tradition républicaine, c'est-à-dire dans la continuité de notre Parlement, nous n'avons aucune difficulté à nous comprendre et je peux vous dire que la conversation a été très sympathique. Est-ce que vous allez demander des commissions d'enquête, notamment sur l'affaire Carré ? Le Sénat, le Parlement
a un rôle législatif, il a aussi un pouvoir de contrôle sur le gouvernement. Donc nous exercerons nos prérogatives dans leur plénitude. Quant à vous dire sur quelle affaire ou quelle autre nous voulons intervenir, je crois que pour l'instant c'est prématuré. Vous savez, nous avons été élus, la nouvelle majorité s'est constituée dimanche dernier. Cette semaine a été une semaine intense. Nous avons dû avoir des discussions avec nos partenaires, mais aussi pour commencer à préparer cette nouvelle gouvernance ici. Pour le reste, dans les jours qui viennent, bien sûr, nous serons amenés à dire des choses plus précises. Nicolas Sarkozy dans les jours qui viennent? J'imagine que c'est une rencontre tout à fait possible. Elle me paraît, celle-là aussi, s'inscrire dans la tradition républicaine. Quel est le premier acte que vous allez faire? Je vous l'ai dit, donc je le ferai. Dès demain, dès lundi, il nous faut nous adresser, renouer le lien avec les élus locaux. Donc nous allons définir les voies et les moyens pour y parvenir. Ils sont très nombreux dans ce pays, 550 000 élus locaux, pour les solliciter et leur proposer de discuter à nouveau et de revoir dans le fond ce qui les a fait réagir. Parce que, vous savez, s'il y a eu ce résultat, c'est parce qu'il y a eu un mécontentement très profond. À partir de là, il faut faire un petit travail d'analyse, d'audit avec eux pour prendre la mesure de la situation dans laquelle nous nous trouvons et préparer certainement ce que nous allons présenter comme des propositions pour une vraie décentralisation, pour une décentralisation qui va de l'avant, pas pour une décentralisation qui marche en arrière. Voilà, donc là c'est déjà pour les jours qui viennent, les heures qui viennent, c'est déjà un cahier de travail, un agenda extrêmement rempli. Est-ce que vous êtes favorable à donner certaines présidences de commission à l'opposition? Nous sommes, avec mes amis des groupes qui composent la majorité, notamment Nicole Borvo, que je vois qui arrive pas loin, mais aussi les groupes écologistes et radicaux de gauche. Nous sommes en discussion sur ces sujets. Cette idée a été émise. Je peux même vous confesser qu'elle a fait l'objet d'un débat au Bureau national du Parti socialiste. Mais nous sommes ici au Sénat et donc nous allons reprendre cette discussion. J'agirai pour ces grands sujets dans la confiance et en concertation avec nos partenaires. Et vous me permettrez donc d'avoir d'abord cette discussion avec eux et avec aussi les socialistes qui sont nombreux dans cette maison pour prendre ensuite une décision dans un sens ou dans l'autre. Vous avez été avec nous cet après-midi. Vous êtes beaucoup entretenu déjà avec les partenaires de gauche. La majorité, la nouvelle majorité du Sénat, dans les mois qui viennent, vous avez le sentiment qu'elle va être solide, déterminée. Comment est-ce que vous la définissez? Écoutez, nous arrivons ici avec la ferme volonté de construire quelque chose de solide et quelque chose qui va tenir, parce que nous avons une expérience ici. Nous travaillons ensemble depuis des mois et des années, et nous savons comment fonctionner ensemble, donc une tradition d'échange et de dialogue. Donc je ne suis pas du tout inquiet pour ce qui me concerne. Nous expliquerons aux nouveaux arrivants ce que nous avons déjà commencé à faire et nous prendrons en compte ce qu'ils pourront nous amener de neuf et de créatif. Voilà, donc cette majorité, elle existe, elle est de gauche, elle est écologiste aussi, et c'est pour nous une exigence que de montrer que ça fonctionne, parce que si j'ai bien compris, dans les mois à venir, il y aura peut-être d'autres moments où il faudra que nous fassions la preuve de notre unité, de notre capacité à nous rassembler. Peut-être pas une vitrine, je ne voulons être exemple pour personne, mais nous savons que les regards sont tournés vers nous. Vous savez, depuis dimanche, comme disait Barbara, quelque chose a changé. Elle ajoutait c'est indéfinissable. Moi, je suis très surpris de l'intérêt nouveau que manifestent nos concitoyens pour le Sénat et surtout pour ce qui s'est passé au Sénat. Il y a un espoir qui s'est levé, il y a vers nous des regards qui se sont tournés et il va falloir que nous soyons à la hauteur
de cette exigence. Et pour nous, les différents groupes de cette majorité, pour moi qui suis président du Sénat, c'est un élément dont il faut absolument tenir compte. Nous n'avons pas le droit de décevoir, mais je n'ai pas d'inquiétude pour cela après m'être entretenu avec mes amis dont je viens de parler. Est-ce que vous avez l'impression, M. Bell, de présider une anomalie de la République? Non, j'ai l'impression d'être dans une institution éminente de la République. J'ai toujours été, depuis mon plus jeune âge, y compris dans des périodes où j'avais peut-être des visions un peu plus radicales, j'ai toujours été pour le bicamérisme. Je considère que c'est la marque d'un régime démocratique. Le Sénat est important dans ces institutions. J'ai plusieurs fois eu à faire part de mes réflexions, notamment dans le rapport que j'avais écrit pour notre candidate Ségolène Royal lors de la dernière élection présidentielle. Vous savez que je suis quelqu'un qui aime le Sénat, qui est attaché au Sénat, parce que je suis attaché au bicamérisme, mais bien sûr, un bicamérisme rénové, c'est notre rôle, nous sommes pour le changement, et nous allons introduire du changement, ne soyez pas inquiets. Merci. Voilà, c'était donc la première conférence de presse du tout nouveau président du Sénat, Jean-Pierre Bell, élu donc cet après-midi le premier président socialiste dans l'histoire du Sénat. Vous l'entendez, Jean-Pierre Bell, qui se trouve sur ces images devant la présidence du Sénat, applaudi bien sûr par des sénateurs de gauche, mais également par des collaborateurs de son cabinet au groupe socialiste. Voilà, donc Jean-Pierre Bell, tout nouveau président du Sénat. Je vous propose maintenant de revoir dans l'hémicycle le moment de l'annonce des résultats, et notamment quand Gérard Larcher a entendu ce résultat. Il a été applaudi par à la fois toute la droite évidemment, mais également toute la gauche des sénateurs qui ont quand même chaleureusement applaudi son bilan ces 3 dernières années à la tête du Sénat. Et puis évidemment les autres sénateurs qui sont arrivés depuis ce matin ici à Paris, au Palais du Luxembourg, eh bien on va suivre un petit peu leur journée, comment ça s'est passé pour eux depuis leur arrivée ce matin. C'est un sujet de Marie Brémond. Il y a du monde au balcon pour admirer une cour inhabituellement agitée. Scènes extraordinaires de la vie au Sénat. Le fond, la foule, en délire. Il y a les petits nouveaux et les habitués de la maison, pour certains visiblement très émus. Ah oui, à un moment comme ça, en tous les cas, nous, on n'en vivra plus. Parce qu'une assemblée qui est inscrite dans la droite depuis 53 ans... Voilà, c'est un moment historique. Un moment historique pour la droite aussi, mais Philippe Marini semble aujourd'hui très bien s'en accommoder. J'attends avec une certaine gourmandise cette période dans l'opposition. Moi, je trouve que l'opposition a beaucoup de charme. Valérie Létard, candidate centriste à la présidence de la Haute Assemblée, se défend de jouer la division. Je ne suis pas aujourd'hui là pour exprimer comment va le sarkozysme ou pas. Je ne suis pas là pour critiquer les uns ou les autres, mais pour construire ce que la famille centriste rassemblée a envie d'exprimer dans cette magnifique institution qui est le Sénat. Mais l'homme du jour, le visage tant attendu, c'est lui. Concentré, Jean-Pierre Bell semble déjà avoir endossé les habits de président et il est accueilli sur le perron comme tel. Journée peu ordinaire, même Jean-Noël Guérini, en pleine tourmente judiciaire, retrouve le temps d'une après-midi son plus beau sourire. Vous en avez pas marre de me photographier? Ultime vérification. Oui, c'est ça, donc, de toute façon, ils ont les étiquettes. Oui, les étiquettes sont dessus. Une nouvelle page de la Haute Assemblée peut désormais s'écrire.
Journée donc historique au Sénat, vous le voyez sur ces images, Jean-Pierre Bel qui quitte le Petit Palais, là où réside le président du Sénat. Il est entouré de sénateurs socialistes, notamment à sa gauche Didier Guillaume, qui est son fidèle soutien depuis de nombreuses années au sein du groupe socialiste au Sénat. Donc Jean-Pierre Bel élu cet après-midi président du Sénat, une victoire historique, le premier président socialiste dans l'histoire du Sénat, on le répète encore et encore aujourd'hui. Vous venez de voir donc ce reportage de Marie Brémaud autour de cette journée extraordinaire au Sénat. Journée d'autant plus extraordinaire pour les petits nouveaux, les sénateurs élus dimanche dernier. C'est le cas de Joël Labbé. Il est sénateur d'Europe Écologie Les Verts. Il a été élu dans le Morbihan et Paul Bouffard l'a suivi tout au long de cette journée. On le surnomme déjà le sénateur rock'n'roll. Joël Labbé, fraîchement élu dans le Morbihan, fait partie des nouvelles têtes de la Haute Assemblée. Cet élu local, maire de Saint-Nolff, passe du terroir aux ors du Sénat. Saint-Nolff, commune du monde, voilà, c'est en Bretagne. Je suis très fier de représenter ce petit territoire. Et ceux qui disent, putain, excusez-moi, mais quand même ils disent, putain, quelqu'un qui a la gueule comme toi, qui se retrouve au Sénat, ça montre qu'il y a des choses qui se passent. Habitué de sa petite commune, ici, le sénateur va devoir se repérer. Comme un premier jour de classe, il est un peu perdu. Moi, je cherche la salle A67, où sont mes copains. L'homme aux cheveux longs grisonnants, bague aux doigts et boucles aux oreilles n'a pas le look du palais. Peu importe, le sénateur vert quinquagénaire n'est pas là pour faire de la figuration. Je viens avec des convictions, des valeurs, une éthique. Il y a plein de gens que j'ai pas le droit de décevoir. Il est midi, première réunion pour Joël Labbé. Il rejoint ses collègues d'Europe Écologie Les Verts et compte bien sur eux pour apprendre son nouveau métier. Je suis un peu paumé, je viens de la campagne profonde de Bretagne, donc je suis un peu paumé. Alors ça, c'est la salle René Coty, c'est en dessous de l'hémicycle. Joël Labbé continue sa visite, direction l'hémicycle. La dernière fois qu'il a mis les pieds ici, c'est aux côtés de José Bové. Militant anti-OGM, il avait tenté de manifester. C'est marrant ce que ça me fait, c'est le poids de l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire, enfin l'histoire qui fait que les choses avancent dans un sens ou dans un autre. Donc le poids de l'histoire, il est présent. Fier, il assure déjà se sentir sénateur. L'élu du Morbihan attendait d'ailleurs cette journée avec impatience, le moment du vote. Maintenant, je vais aller préparer mon bulletin. Est-ce que j'ai le droit de le dire publiquement? Moi, je vais voter pour Jean-Pierre Bel. Cool et sans plan de carrière, Joël Labbé, un nouveau sénateur décalé, surprend déjà. Voilà pour ce reportage avec Paul Bouffard qui a suivi Joël Labbé, sénateur d'Europe Écologie dans le Morbihan. Il était 17h. Si vous avez manqué ce moment, Jean-Pierre Bel venait d'être élu président du Sénat. Il s'adresse devant les sénateurs dans l'hémicycle. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Dimanche dernier, les grands électeurs ont voté pour le changement. Ils en ont confié la mission à la gauche. Mais ils nous ont tous placés devant une triple responsabilité. Responsabilité historique, responsabilité politique, responsabilité morale. Historique parce que, après plusieurs décennies, le Sénat s'est ouvert à l'alternance, que je comprends comme une preuve de maturité démocratique et comme une légitimité renforcée. Politique parce qu'ils ont exprimé un mécontentement, un vrai malaise, un rejet d'orientation dont ils ne veulent pas. Responsabilité morale, parce qu'ils ont souhaité un nouveau Sénat. Nous avons tous entendu l'appel des grands électeurs pour confirmer le Sénat dans son rôle de représentant et de défenseur des libertés publiques, des libertés individuelles, des libertés locales. Même si cela avait commencé, nous devons changer cependant l'image de notre Assemblée, souvent caricaturée certes, mais qui se doit aujourd'hui à plus de transparence, plus de modestie. Voilà, c'était à 17h le premier discours de Jean-Pierre Bel, tout juste élu président du Sénat. Jean-Pierre Bel, bien connu ici au Sénat puisqu'il préside depuis maintenant plusieurs années le groupe socialiste du Sénat, mais encore inconnu du grand public. Alors pour le découvrir, je vous propose de regarder son portrait réalisé par Tam Tranui et Nora Hamadi. 1998, Jean-Pierre Bel est élu sénateur de l'Ariège. À l'époque, il connaît déjà bien les arcanes du Parti socialiste, mais découvre tout juste le palais du Luxembourg.
Moi, je me sens un ariégeois perdu dans la foule. L'engagement politique du sénateur a commencé par la Révolution. Jeune, Jean-Pierre Bel est trotskiste. Avril 1974, il déboule en 2 chevaux à Lisbonne pour participer à la Révolution des œillets. À peine 10 ans plus tard, il préfère la réforme à la révolution et adhère au Parti socialiste. Il gravit un à un les échelons dans la fédération de l'Ariège, puis dans celle de Midi-Pyrénées, très ancré dans son sud-ouest natal. À la même époque, il rencontre Lionel Jospin, son mentor en politique. J'étais un peu son bras droit, à la fois au sein du Parti socialiste et puis dans les campagnes comme la campagne pour les élections régionales en 92, où j'étais le responsable de la campagne, tout en étant tête de liste dans mon département. À la tête du groupe socialiste depuis 2004, Jean-Pierre Bel est un président discret, quasi inconnu du grand public, mais très apprécié par ses troupes. À l'écart de Solferino, il a préféré dans la course aux primaires François Hollande à Martine Aubry, à l'instar de nombreux élus locaux. Récemment, à l'automne 2010, Jean-Pierre Bel a commencé à sortir de l'anonymat lors des assauts répétés du groupe socialiste contre la réforme des retraites. Décidément, le Sénat n'aura pas résisté longtemps au coup de colère du président de la République. Dans l'hémicycle, dans les manifestations, jamais on ne l'a autant entendu. Depuis, le soufflet a été retombé, mais voilà à nouveau la machine médiatique qui s'emballe autour de lui. Dimanche dernier, le Sénat a basculé à gauche. Samedi 1er octobre 2011, Jean-Pierre Bel est devenu le nouveau président de la Haute Assemblée. Et pour revivre les temps forts de cette journée historique ici au Sénat, Flora Sauvage retrace les grands moments de cette journée. Reportage.